Bonjour, bonjour, monsieur, dame, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Moi, ça va. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre émission Docteur Carrière. À travers la vidéo d'aujourd'hui, je vais te présenter le top 11 des questions les plus posées par les recruteurs en entretien d'embauche. Alors, si tu es actuellement à la recherche d'une opportunité professionnelle, je t'invite à rester jusqu'au bout de cette vidéo pour découvrir ces questions, mais surtout les conseils que je te donnerai. Je suis Arias Agbogba, consultant en développement de carrière, ton meilleur atout dans le développement de ta vie professionnelle, mais aussi personnelle. C'est parti. Pour petit rappel, ici, nous parlons de salariat, de mindset et d'entrepreneuriat. Car contrairement à tous ceux qui pensent qu'être salarié ne sert à rien, personnellement, je reste convaincu qu'un salariat bien vécu, mais surtout bien planifié, représente une belle opportunité vers un entrepreneuriat réussi. Ainsi, à travers cette chaîne, je te donne tous les éléments qui vont te permettre de planifier, de gérer, mais aussi de développer ta carrière. Alors, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire maintenant juste là et à cliquer sur la petite cloche pour ne plus rater nos publications. Pour mieux aborder le sujet d'aujourd'hui, il faut tenir compte du fait que le but de l'entretien d'embauche sera pour vous de valoriser votre savoir-faire. Et pour y arriver et bien le faire, il va être important que vous puissiez comprendre la raison pour laquelle on vous a convoqué en entretien. Donc, ça va demander une bonne lecture de la fiche de poste et de pouvoir comprendre à travers cette lecture quelles sont les compétences attendues ou les expériences attendues par le recruteur. Une fois que ce travail est fait, vous allez voir du coup, vous, dans vos expériences passées, quelles sont les expériences qui correspondent à ces attentes-là ou qui rejoignent le plus cette opportunité vers laquelle vous vous tournez et pour laquelle vous avez un entretien. Sans plus tarder, nous allons aborder ces 11 questions qui reviennent très souvent en entretien d'embauche. Au débarrage, la première question donc. 1. Parlez-moi de vous. Il y a diverses idéologies autour de ça. Certaines personnes vous demanderont de rester purement dans le sens professionnel. Mais personnellement, vu qu'on est des humains et surtout que je reste convaincu que la vie personnelle a un impact sur vos choix professionnels, mais aussi que votre vie professionnelle aura des impacts sur vos vies personnelles, je pense qu'il est important que vous puissiez aborder la chose de manière un peu plus humaine. Un exemple de présentation, donc je l'appliquerai à mon cas. Je dirais par exemple, je suis Arias Agbogba, consultant en développement de carrière. Je suis né et j'ai grandi au Bénin. Le Bénin est un pays de l'Afrique de l'Ouest. J'ai fait mes études primaires, secondaires et une partie de mes études universitaires. Via ces divers cursus, j'ai obtenu un CAP aide comptable, un bac comptable et entamé une licence en gestion commerciale. Au cours de cette licence en gestion commerciale, j'ai eu l'occasion de décrocher une inscription à la Sorbonne pour un cursus toujours en licence, mais plus orienté ressources humaines. En effet, lors de mes études, je me suis rendu compte que j'avais plus une fibre humaine qu'une fibre commerciale. Je m'arrêterai là, mais ça vous donne un exemple. Donc, je mets la partie professionnelle, mais j'oublie pas de rajouter mon histoire, ma personne, donc quelle est l'histoire que j'ai vécue. Et aussi, ces divers éléments, comme j'ai pu vous le dire, peuvent compter. Ce qui nous emmène à la question de pourquoi avez-vous quitté votre emploi ou pourquoi est-ce que vous quittez l'emploi sur lequel vous êtes actuellement? Ça, c'est une question aussi. Il y aura beaucoup de personnes qui vont pas se sentir à l'aise avec cette problématique-là parce que pour beaucoup, ils quittent leur société des fois pas en de bons termes et ils sont très souvent tentés en fait d'expliquer la raison pour laquelle ils sont vraiment partis, s'ils se sont disputés avec des responsables, s'ils sont mécontents, etc. Alors, je vous le déconseille. Ne faites surtout pas ça. Surtout pas. Il faut savoir qu'une entreprise reste une entreprise. Et jusqu'à la preuve du contraire, jusqu'à ce que vous soyez à l'intérieur de l'entreprise, vous ne connaissez pas les valeurs de l'entreprise que vous allez rejoindre, donc restez très professionnel et surtout allez sur des thématiques positives. Vous pouvez expliquer que vous avez un plan de carrière, c'est quelque chose aussi qui peut vous valoriser dans l'entreprise pour plus tard. Donc expliquez que vous, votre objectif via cette expérience-là, c'était d'acquérir telle et telle compétence. Aujourd'hui que vous savez le faire, vous avez besoin de changement ou d'évolution et que cette évolution vous emmène du coup à aller acquérir de nouvelles compétences pour être plus performant, mais aussi pour acquérir une meilleure expertise de votre métier. Ça, c'est une bonne présentation. Donc, évitez surtout de dire « mon manager, il faisait ci, ma responsable faisait ça ». Évitez ces types de discours-là, car ce ne sont pas des discours qui vont forcément vous servir ou qui vont valoriser votre profil sur le moment. 3. Vous êtes-vous renseigné sur notre entreprise? Dans l'un des épisodes, je vous expliquais en fait qu'il est important de bien se renseigner sur une entreprise. Par exemple, certaines entreprises sont multisectorielles.
Vous, quand vous êtes candidaté que sur une entité, donc un secteur. Et donc, des fois, en fait, on va vous poser des questions et vous n'aurez pas ces réponses-là parce que vous seriez juste intéressé à ce secteur-là. Alors que généralement, les entreprises, même quand elles sont multisectorielles, il faut savoir qu'elles ont une stratégie. Donc, ces divers secteurs ou ces diverses activités dans ces secteurs-là les emmènent vers un objectif unique. Donc, il va être important que vous puissiez avoir une vision globale de l'entreprise quand vous l'intégrer. Ça vous emmènera à être beaucoup plus performant sur votre poste, mais aussi à mieux valoriser ce que vous savez faire, à voir à long terme comment vous pourriez évoluer dans cette entreprise-là aussi. Donc, du coup, il va être important d'aller vous renseigner sur l'entreprise, sur ce qu'elle fait, ses projets futurs. Et tous ces éléments d'entretien vous permettront de mieux présenter l'entreprise. Et n'hésitez pas, quand vous finissez de présenter, d'inviter le recruteur, par exemple, à vous faire un ajout s'il y a un élément qui manque. 4. Quels sont vos points forts? Par exemple, quelqu'un qui dit je suis ponctuel, je vous assure que en entretien d'embauche, j'en ai fait pas mal. J'ai jamais vu quelqu'un qui m'a dit je suis pas ponctuel. Donc peu de gens en fait vont présenter des compétences qui vont les desservir. Ils ont plus tendance à présenter des compétences qui les arrangent. Donc il n'y a qu'en travaillant en vrai qu'on le saura. Mais par contre, vous pouvez présenter des compétences personnelles qui seront être valorisées si vous arrivez à les justifier et que vous avez des arguments pour les mettre en avant. Quand vous dites, je suis très curieux et passionné par mon métier, si je vous demande pourquoi, vous devez être capable d'expliquer que, par exemple, une fois par semaine, vous aurez tendance à vous informer sur les évolutions qu'il y a sur votre métier. Vous allez participer tous les 3 mois ou tous les 4 mois à des salons ou des colloques qui apportent des éléments nouveaux ou sinon qui parlent d'innovation liée à votre métier. Mais donc, du coup, ça montre réellement, en fait, la curiosité que vous avez pour votre métier. Ou sinon, vous expliquez, par exemple, que vous avez développé tel type de projet ou tel type d'outil, tel type de solution, ou que quand vous étiez quand vous êtes en poste, vous avez tendance plutôt, en fait, à être sur l'apport de solutions. Donc, vous mettez en place une situation type et vous expliquez, en fait, comment est-ce que vous avez apporté la solution. 5. Quelles sont vos faiblesses? Beaucoup de personnes ont du mal à répondre à cette question parce que très souvent, on aura tendance à voir que du bon en soi. Mais quand on est honnête envers soi-même, on sait très bien qu'on a des défauts, on sait très bien qu'on a des faiblesses, des points sur lesquels il faut qu'on travaille, des points sur lesquels il faut qu'on s'améliore. Donc, il va être important de présenter des faiblesses qui peuvent être autant faiblesses que qualités. Je vous donne un exemple tout simple. Je suis quelqu'un de minutieux. Quelqu'un de minutieux, en fait, en réalité, ça peut être une qualité d'être minutieux parce que vous accordez du sens au détail des choses. Mais en même temps, si vous êtes trop minutieux, ça peut être aussi un défaut. Parce que si vous vous retrouvez dans un environnement où les gens ne sont pas très minutieux, qui ne sont pas intéressés par votre minutie, vous aurez tendance à vous énerver et au final être contre-productif. Essayez de trouver ce type de faiblesse-là et d'expliquer que vous êtes en train de travailler dessus et n'hésitez pas à expliquer quel type de travail, quel type d'action vous mettez en place pour corriger ce type d'erreur de défaut. Si vous voulez quelques exemples de défauts ou de qualités à mettre en avant, n'hésitez pas à aller voir la vidéo les top 9 des compétences ou sinon vous pouvez envoyer un petit message, mettez-le en commentaire. Je peux vous transmettre une liste, je crois que je dois avoir au moins plus de 60. Je peux vous en transmettre une liste en fait qui pourra vous aider et par rapport à votre personnalité, vous pouvez en piocher et savoir quoi valoriser. Pour les personnes qui se retrouvent dans les longues périodes de chômage, cette question vous concerne, donc ça va être 6. Comment expliquez-vous cette longue durée de chômage ou d'inactivité? À cette question-là, beaucoup bloquent et naturellement, beaucoup n'ont pas de réponse parce que pendant leur période de chômage, ils n'ont pas fait grand-chose. Je vous ai parlé de ce qu'on appelle les réalisations probantes. Alors, pour illustrer cette notion de réalisation probante, imaginez-vous que vous vous retrouvez au chômage et que pendant votre période de chômage, par exemple, vous suivez une formation. Ça peut être une formation pour un outil, un logiciel. Ça peut être une formation pour l'anglais. Ou pour aller plus loin, en fait, vous allez créer ou concevoir quelque chose. Par exemple, vous avez une notion de service client et pendant votre temps de chômage, vous faites des enquêtes pour voir en fait comment est-ce qu'on peut améliorer la notion de clientèle ou de gestion de la clientèle. Donc, lors de cet entretien-là, ce que vous pourriez faire, c'est de dire, bon, premièrement, je me suis retrouvé au chômage, j'ai bien voulu, dans un premier temps, prendre du temps pour moi, mieux recentrer mes objectifs professionnels, mais aussi en parallèle, je me suis reposé, mais mieux, j'ai été emmené à développer tel type d'enquête qui va me permettre, en fait, une fois que je retourne en poste, de pouvoir expérimenter ou améliorer ma manière de travailler ou ma manière de gérer la clientèle en elle-même. Et qui pourra sûrement profiter à l'entreprise qui me recrutera. C'est une belle manière de vous valoriser, de valoriser votre période d'inactivité. Mais il ne faut pas que ce soit juste dans le vent. Il faut réellement que vous ayez pris le temps de construire ces choses-là. Parce que le recruteur peut à tout moment vous demander une preuve, peut vérifier et on ne sait jamais, il peut vous attraper si vous mentez. Et aujourd'hui, quasiment tout est vérifiable. 7. Que disent vos anciens collègues de vous?
À cette question-là, naturellement, le recruteur a envie de savoir, donc, hormis la vision que vous avez de vous-même, hein, quelle est la vision que vos collaborateurs ont de vous. Donc, il va être très simple, ne montez surtout pas, parce qu'une fois de plus, il y a cette notion de contrôle de référence qui peut permettre de savoir si vous montez ou pas. Ce qui va être le plus simple, mettez en avant plus les compliments que vous avez eu l'habitude d'entendre quand vous étiez en poste et que vous travaillez avec vos collègues. Qu'est-ce qu'on allait vous dire le plus souvent? Est-ce qu'on vous trouve gentil? Est-ce qu'on vous trouve compréhensif? Est-ce qu'on vous trouve plutôt pacifique? Essayez de mettre quelque chose qu'on a déjà l'habitude de vous dire. N'allez pas créer, en fait. Il ne faut pas faire ça. 8. Pour les personnes qui se retrouvent sur des postes, des fois, ils sont surqualifiés pour ce poste-là. Donc, du coup, le recruteur, il doute. Il se demande s'il vous recrute, en fait, est-ce que vous allez rester longtemps là-dessus? Est-ce que vous n'allez pas vous ennuyer? C'est des choses qui arrivent. Ça m'est déjà arrivé aussi de me retrouver face à des profils où j'avais une opportunité pour ces profils-là, mais je sentais qu'ils étaient beaucoup plus capés. Et naturellement, la crainte du recrutement, c'est de faire un recrutement et 1 ou 2 mois après que la personne parte. Parce qu'au final, ce n'est pas rentable. Il faut savoir que le recrutement a un coût. Et l'objectif quand on recrute une personne, c'est qu'elle reste à minima dans les 3 ans dans l'entreprise, voire 5 ans pour que l'entreprise puisse vraiment rentabiliser sur le coût de formation, le coût d'intégration, mais de monter en compétence aussi qu'elle apportera à ces personnes. Donc du coup, il va être important que vous puissiez mettre à l'aise le recruteur et lui faire comprendre que vous n'êtes pas là par hasard ou parce que vous ne trouvez pas. Mais c'est surtout peut-être parce que l'entreprise, ses valeurs, sa dynamique, les projets futurs ou peut-être le mode d'évolution dans l'entreprise de ce que vous avez appris est intéressant. Donc vous savez qu'en commençant aujourd'hui, d'ici 2 ou 3 ans, évitez les types d'évolution que vous demandez en 1 an. Donc d'ici 2 ou 3 ans, vous pourrez en fait évoluer. Donc essayez de trouver quelque chose qui met à l'aise le recruteur et qui lui montre vraiment que vous n'êtes pas là juste comme ça, mais aussi parce que c'est un choix et c'est votre choix. 9. Est-ce que vous appréciez le travail en équipe ou que pensez-vous du travail en équipe? À cette question-là, il va être important, naturellement, parce que si l'entreprise vous pose cette question, c'est que c'est important pour elle de pouvoir travailler en équipe. Dis juste répondre oui, ça ne répond à rien du tout. Il va falloir expliquer. Maintenant, si vraiment vous n'arrivez pas à travailler en équipe, il faudra trouver aussi comment l'expliquer. Mais ce qui serait bien serait d'expliquer que, par exemple, sur tel projet au sein de telle structure, vous avez été amené à travailler en équipe. Vous êtes répartis des rôles. Telle personne a fait ci, telle personne a fait ça. Au final, votre cohésion a permis d'atteindre tels objectifs. Donc, il n'y a rien de plus parlant, une fois de plus, que des réalisations claires et probantes pour justifier les compétences que vous avez. 10. Où vous voyez-vous dans 5 ou 10 ans? À cette question-là, il va être très important que vous puissiez montrer que vous avez un projet professionnel. Je vous parlais de projet professionnel dans divers épisodes. Allez voir ces épisodes-là. Le projet professionnel, ça va être important parce que quand vous avez un projet pro, automatiquement, vous avez une vision, vous avez des objectifs quand vous rentrez dans une entreprise ou que vous prenez un poste, en fait. Donc, il va être important que vous puissiez exposer, en fait, votre vision. Donc, ne dévoilez pas trop vos cartes non plus, mais essayez de dévoiler vos cartes et que ces cartes-là soient en accord avec, en fait, les objectifs ou l'opportunité que vous présente l'entreprise. Donc, n'hésitez pas à dire, par exemple, que dans votre objectif, dans les premières années, ça va être de bien vous implanter dans la structure, de bien comprendre leur fonctionnement. Et derrière, sur les 2 ans qui suivent, donc les 4 et 5e années, ça va être de voir comment évoluer dans l'entreprise et comment atteindre des responsabilités plus importantes, soit via du management d'équipe ou via d'autres fonctions. La 11e et la dernière. Pourquoi vous et pas un autre? C'est une question que je sais qui met beaucoup mal à l'aise des gens. Et ces personnes auront tendance à se mettre en compétition avec des personnes qui ne connaissent absolument pas. Ce n'est pas bien, rentrez pas dans ce jeu-là, rentrez pas dans le jeu de vous mettre en compétition avec des gens, d'autant plus que vous ne les connaissez pas. Donc comment est-ce que vous voulez bien vous valoriser si vous ne connaissez pas des gens? À cette problématique, la seule solution qu'il y a, c'est de bien maîtriser votre profil, de bien maîtriser en fait la particularité de votre profil. Donc il n'y a que ce que vous avez de particulier et que vous savez que vous avez de particulier qui pourra vraiment représenter une différence par rapport à d'autres profils. Comme je le disais dans l'intro, dans la présentation un peu plus personnelle, j'ai eu à faire des études commerciales. J'ai laissé les études commerciales parce que dans certaines pratiques de négociation commerciale qui sont vraiment dans du hard, je ne suis pas à l'aise. Je suis plutôt quelqu'un qui aime convaincre, échanger et plutôt convaincre la personne à adopter mon produit que l'y emmener ou l'y contraindre. Derrière ça, j'ai eu en fait ma formation en ressources humaines et ce dont je me suis rendu compte plus tard en fait, c'est qu'il y avait des métiers qui permettaient en fait d'associer autant une partie commerciale qu'une partie ressources humaines. Donc du coup, il fallait aller chercher le client et en même temps de pouvoir répondre à son besoin de recrutement. Alors que de manière classique dans les entreprises, on va retrouver d'un côté un recruteur et d'un autre un commercial. Donc lui, il va chercher le business
et l'autre se concentre à 100% sur le recrutement. Du coup, quand je me retrouvais dans les entreprises, même en étant sur les fonctions RH, qu'est-ce que je faisais? J'avais tendance à préparer en fait tout le travail commercial à mes commerciaux. Donc, ça va être la récupération d'informations, comment est-ce qu'ils peuvent approcher tel client. Parce que du coup, en faisant un contrôle de référence, on peut approcher le client et lui vendre en fait des produits aussi. Donc, j'avais cette particularité-là, tout en étant bien sur les ressources humaines et le recrutement, mais de pouvoir aussi avoir une vision commerciale. Et donc, ça facilitait mes échanges avec les commerciaux dans les cabinets. C'était quelque chose qui était très apprécié et naturellement que je mettais très vite en avant quand je me retrouve en entretien, car c'était particulier d'avoir un profil qui a eu la chance d'avoir autant suivi des études commerciales, d'avoir expérimenté, et en parallèle d'avoir aussi eu des études en ressources humaines et d'avoir expérimenté. J'espère que ces divers éléments que je t'ai cités vont t'aider. Et si tu veux encore d'autres questions, parce que je crois que j'en ai quasiment une centaine, donc si tu veux encore d'autres questions ou une autre vidéo de ce type avec 11 autres questions, là j'ai sélectionné celles qui vont revenir le plus souvent, mais il y en a d'autres aussi qui viennent en fonction des entreprises, donc si tu en veux plus, n'hésite pas à me dire, je ferai encore une autre vidéo pour te présenter de nouvelles questions qu'on pourrait te poser en entretien. Si bientôt tu as un entretien ou que tu es en recherche d'emploi, n'hésite pas à prendre contact avec nous via notre site web www.drcarrière.com ou via WhatsApp au 07 66 26 84 26. Nous avons aussi notre lien en Afrique, le plus 229 90 01 94 11. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et on se retrouve très vite.